Eh ben, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Grens. On est là dans le cadre d'un festival qui s'appelle Déconstruire, Reconstruire. Et on, c'est du coup Alternativa Strasbourg. On est un collectif qui lutte pour l'écologie et la justice sociale. Et on a programmé tout un tas d'activités et de petits ateliers pendant ces 2 jours à la Grens. Et aujourd'hui, on est réunis avec des personnes de plein d'autres collectifs et de plein d'autres luttes pour faire un débat qu'on a intitulé de manière un peu générale « Convergence des luttes ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais on se questionnait un peu sur la réalité de cette convergence à Strasbourg, parce que du coup, il n'y a que des personnes ici qui sont plutôt en Alsace. Donc voilà, est-ce que les luttes qui sont présentes ici se croisent beaucoup ? Est-ce que voilà, il y a des points de croisement, des choses qu'elles peuvent faire ensemble et sinon, c'est quoi potentiellement les blocages ? Et donc du coup, je vais laisser chacune qui est avec moi de se présenter. Et puis on peut peut-être commencer par la personne qui est toute à ma gauche. Youp. En 2 mots ou juste en 2 mots pour l'instant. Tu peux peut-être commencer par te présenter toi et ton parcours pour arriver à ta lutte. Comment est-ce que tu es arrivé à ce D'accord. niveau-là ? Donc Voilà. un peu plus que 2 mots du coup. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Margot. Je suis la plupart du temps militante antispéciste. Je ne sais pas s'il faudra préciser ce que c'est l'antispécisme, peut-être après. Comment je suis arrivée là ? Ça va faire une dizaine d'années que je suis militante politique. J'ai commencé à me politiser au moment des COP, la COP 21, Nuit debout, Stéphane Hessel, Indignez-vous, etc. C'était quand ? C'était il y a 10 ans à peu près. Donc mes premières prises de conscience étaient plutôt sur les questions anticapitalistes, des inégalités sociales, etc. Donc par la suite, je me suis intéressée aux questions environnementales. J'ai milité dans des collectifs écolos avec Alternativa, ANV, Extinction Rebellion, etc. Et il y a 9 ans, je me suis... ça m'est un peu tombé dessus, mais j'ai vu des vidéos d'élevage et d'abattoirs. Je me suis renseignée sur le spécisme, l'antispécisme, le véganisme et aussi les conséquences environnementales de l'élevage industriel et de la pêche industrielle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à militer donc la plupart du temps pour la question antispéciste, pour la justice pour les animaux, même si je milite encore aujourd'hui au sein de collectifs féministes, de syndicats étudiants et globalement dans toutes les luttes de justice sociale. Super, merci beaucoup. Je passe la parole à Morgane. Ouais. Okay. Bonjour. Donc, je m'appelle Morgane et moi, ça doit faire, 12 ans que je suis investie dans la lutte pour les défenses de droits des étrangers, notamment. Et alors, je pense que ça a commencé quand j'étais en Angleterre et que j'ai un peu découvert l'existence des centres de rétention. Et qu'avec une association universitaire entrer dans les centres de rétention pour donner un soutien moral et juridique aux personnes détenues et lutter aussi en parallèle pour la fermeture des centres de rétention. Par la suite, je me suis beaucoup intéressée aux questions migratoires
Et j'ai continué à m'investir dans différentes associations jusqu'à maintenant travailler pour la CIMAD, qui est une association de défense des droits et des dignités des personnes étrangères. Donc voilà. Merci. Moi, c'est Jules. Je suis là pour la partie climat. Et donc, moi, j'ai pris conscience il y a quelques années, quand j'ai sans doute perdu le permis, et que j'ai dû me débrouiller autrement, à voyager en train, à vélo, en bus. Et c'est là que j'ai découvert, j'ai commencé à lire des livres aussi sur plein de sujets différents, sur de la philosophie, sur de l'écologie, sur le climat, sur d'autres pans de l'existence que juste celles qu'on nous imposait, en fait, qu'on m'imposait jusque-là ou que je m'imposais moi-même. Et donc, de là, vu que je travaillais dans la thermique des bâtiments, donc voilà, la rénovation des bâtiments, les économies d'énergie, et aussi j'ai commencé à intégrer des associations, comme la Fresque du Climat, les Shifters, qui sont des assos qui du coup font de la sensibilisation à la transition écologique, sociale. Et donc en fait, il y a un peu plus d'un an, on a décidé de créer une association qui s'appelle Hop la Transition, avec tout plein de personnes. Et donc en fait, on a mis en commun un réseau. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment beaucoup plus fort et qu'on arrivait à aller beaucoup plus loin qu'avant, en alliant plusieurs réseaux, plusieurs associations, pour se développer en fait à l'échelle locale. Et donc déjà là, c'était une mise en réseau. Et ensuite, en octobre, des personnes ont réfléchi à ce qu'on pouvait faire au niveau climat, se rassembler à Strasbourg. Et donc il y a eu la création de Strasbourg Action Climat, qui existe depuis octobre, mais il y avait déjà d'autres initiatives en fait qui avaient vu le jour pour mettre en relation les différentes associations, et pour pouvoir peser plus en fait sur les pouvoirs politiques, plus d'entraide, de mise en commun de moyens, de diffusion, de communication, et juste se rencontrer, voir ce que les autres font et voir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein d'autres gens qui font les mêmes choses que nous et sur lesquels on peut collaborer, s'appuyer, s'entraider. Et donc voilà, donc je suis là pour représenter cet intercollectif Strasbourg Action Climat. Voilà. Super, merci beaucoup Jules. On passe la parole à Louise. Hop. Du coup c'est Louise. Bonjour. Moi je fais partie d'un collectif assez jeune qui s'appelle Incisive, qui est un collectif sur la mise en réseau et sur le spectacle vivant, les musiques actuelles et les personnes finta, donc femmes, personnes non binaires, transgenres, agenres, et du coup on travaille justement sur en mixité choisie, c'est-à-dire entre personnes finta, donc sans hommes cisgenres. Et on met nos réseaux en commun et on fait des ateliers et des cafés de discussion, de partage de compétences, etc. Et moi, j'ai atterri là-dedans parce que je suis musicienne depuis 10 ans, à Strasbourg notamment. Et j'ai toujours travaillé et dans mes études, et dans mes projets, et dans mes groupes, et dans tout ce que j'ai pu faire en musique, qu'avec des hommes. Et je pense j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui était des problématiques liées au genre et qu'est-ce qui était des problématiques liées à ma personnalité, qui n'est pas parfaite. Mais, et du coup, en fait, quand j'ai reçu ce mail du collectif qui disait on va juste se retrouver entre personnes du spectacle vivant, femmes et minorités de genre, juste pour se créer un espace, discuter et voir comment est-ce qu'on se sent ensemble. Et j'ai sauté sur l'occasion sans vraiment avoir conscientisé pourquoi. Et parce que je pense que j'avais besoin de répondre à des questions avec moi-même. Et puis ça m'a permis de mettre un pied dans le militantisme sans vraiment m'en rendre compte. Et c'est trop bien. Donc voilà, c'est pour le pitch de début. À toi Gauthier. Merci.
Bonjour à tous, moi c'est Gauthier. Donc d'où je viens, je pense que ce que je peux faire remonter, c'est jusqu'au début des études supérieures. Donc j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai tout de suite eu un petit problème en fait, du problème qu'on nous demandait en fait d'apprendre que certaines choses et tout un pan de l'histoire, la sociologie qu'on a pu voir pendant le lycée. En fait, ça m'a manqué, donc j'ai continué à regarder des reportages, me documenter sur les problèmes du monde, etc. Et donc j'ai toujours eu un petit peu une dissonance cognitive pendant mes études entre ce qu'on m'apprenait en tant qu'ingénieur, roboticien en l'occurrence, et puis les autres problèmes que je voyais et pour lesquels j'avais aussi envie d'agir. Et du coup, pendant mes études, j'ai un peu une culture maker, donc je faisais de la réparation de vélos dans des associations, je réparais des ordinateurs, et depuis jeune, je maîtrise pas mal les ordinateurs, donc je les entretiens moi-même, j'ai commencé à apprendre à coder, etc. Et du coup, en arrivant sur la fin de mes études, j'ai eu une petite période de chômage qui m'a permis de prendre un engagement associatif, donc dans une association qui s'appelle Alsace Réseau Neutre. Et en fait, j'en suis arrivé là-dedans parce que je cherchais à me dégoogliser. Donc, juste pendant mes études, j'avais accès à des boîtes mail pro, de l'université, et après, je me disais, j'ai pas envie de donner toutes mes données à la fois de mon téléphone plus mes mails à Google. Donc, je me suis rapproché de cette association parce que je voyais que je pouvais pas le faire tout seul. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait dans cette association principalement. Après, je pourrais parler plus tard des évolutions qu'on a eues aussi au niveau convergence des luttes, mais on garde ça pour la deuxième partie. Voilà, merci. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Isabelle. Voilà, alors j'ai commencé en fait moi à militer dans les partis politiques. Voilà, j'ai commencé il y a 22 ans. Par prendre ma carte chez les Verts et faire une campagne municipale à Paris parce que j'étais particulièrement touchée par les questions écologiques à l'âge de 18 ans et je le suis toujours aujourd'hui. Et puis il faut le dire, j'étais très très déçue par ce premier engagement qui pour moi n'était pas suffisamment radical et pas suffisamment démocratique. Et en fait, c'est vraiment après un court passage dans le syndicalisme étudiant, c'est vraiment par la lutte du CPE que moi j'ai commencé à vraiment militer. Ça a été une lutte fondatrice, je pense aussi pour une grande partie de ma génération. Et là, on a fait des expériences d'auto-organisation, de lutte collective que j'avais jamais eues. Et en sortant de cette lutte qui était pour le coup victorieuse, puisqu'on avait quand même, en partie victorieuse, qu'on avait quand même gagné quelque chose, j'ai été quand même très 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 déçue du fait qu'on s'arrête sur le retrait simple d'une seule revendication et que tout ce qu'on avait listé dans les universités et que moi, j'avais l'impression qu'on allait changer le monde et que c'était le début d'un changement du monde, ça s'arrête là. Et donc je me suis après engagée politiquement au NPA. Donc je suis restée jusqu'à quelques mois, là je n'y suis plus actuellement, et pendant cette période où j'étais militante au nouveau parti anticapitaliste, je me suis engagée aussi très fortement dans la lutte des Gilets jaunes, parce que pour moi ça a été un vrai choc historique en fait, la première fois que je me suis rendue à un rassemblement Gilets jaunes. Je me suis dit, bon là il se passe quelque chose, c'est le début d'une page d'histoire du mouvement social en France et ça va être quelque chose qui va transformer complètement le paysage politique. Et ça a été une expérience qui m'a profondément bouleversée dans mes convictions, parfois dans des convictions mal placées, dans mes expériences, dans des rencontres absolument fabuleuses. Et donc on a été plusieurs à créer un comité à Strasbourg qui s'appelle le QG Strasbourg République. Et puis à travers ce QG où il y avait beaucoup de personnes différentes avec des opinions différentes, on a construit finalement un petit peu un point de jonction et on a essayé d'intervenir dans toutes les luttes sociales qui ont suivi après le mouvement des Gilets jaunes et jusqu'à la lutte des retraites, qui a donc commencé pour nous même un peu avant janvier. Et donc on a
On avait donc avec le comité Gilets jaunes écrit un tract pour essayer de regrouper plus largement que nous-mêmes, puisqu'on était plus très nombreux, on était un noyau de militants. Et donc actuellement, je milite dans le collectif On crèvera pas au boulot, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, j'essaie de faire synthétique. Merci beaucoup Isabelle. Merci pour tous vos témoignages, toutes vos présentations. Dans ce que vous avez dit, il y a pas mal de choses qui se recoupent, même si c'est des causes différentes. En fait, il y a un peu ce passage de l'individuel au collectif, le fait de en fait, le croisement que vous avez aussi en fait dans vos parcours sur différentes thématiques. Quoi. Vous êtes rentré par une porte, mais vous avez croisé avec d'autres choses aussi en parallèle. Et du coup, là, on va rentrer plus dans une partie échange entre vous, maintenant que vous vous êtes présentés. On va vous laisser la possibilité du coup d'expliquer un peu plus précisément ce que là vous faites en ce moment très concrètement dans vos activités militantes et puis vu que c'est des thématiques qui vont sûrement parler à d'autres autour de cette table, il y aura sûrement des réactions de la part des autres participants et participantes. Louise, vu que tu as le micro, est-ce que ça te dit de commencer? Oui. Alors, donc le collectif Incisive, c'est né de 4 amis qui se croisent pour aller manger une pizza, qui vont chercher une pizza. Tiens, salut, tu fais quoi? Ça se passe et tout. Et en fait, Yael se retrouve à parler de leur boulot. Et en fait, Yael se rend compte que donc les 4 personnes travaillent dans le spectacle vivant à des postes différents, musiciens, dans la prod, techniciens. Et du coup, ils parlent de boulot et on se rend compte qu'il y a vraiment des problématiques qui sont communes. Et se pose la question de... en fait, s'il n'y avait pas certaines problématiques de genre et et c'est ce dogme de vouloir satisfaire le masculin, ce dogme patriarcal, est-ce que si on était juste dans un espace où on est des personnes sexisées, qu'est-ce qui se passerait en fait? Qu'est-ce qui pourrait se recréer comme espace? Comment est-ce qu'on pourrait se reprendre de la force, se ressentir mieux? Et est-ce qu'en fait il y a un besoin en fait, tout simplement? C'était une question qu'elles se sont posées ensemble. Et en fait, y a ce mail qui a popé, qui était personnes Finta dans les musiques actuelles à Strasbourg qui ont envie de venir se rencontrer. C'était à la Maison Bleue à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était en octobre, genre. Ouh là là, que ça remonte. Et du coup, moi j'ai débarqué là-bas. Et il y avait, une quarantaine de personnes. Et des personnes, à titre personnel, que je vois dans le milieu de la musique depuis 10 ans à Strasbourg et qui j'avais jamais parlé. Et du coup, en fait, il y a eu une espèce de boîte à questions comme qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels problèmes vous ressentez au sein de vos groupes? Et juste à partir de là, en fait, il y a eu un dépouillement et puis des questions et des réponses qui étaient super similaires. Et à partir de là, qui avait envie s'investissait dans le collectif, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que si vous voulez venir à un atelier une fois et plus jamais être là pendant 6 mois, c'est possible. Si vous voulez faire tous les ateliers et puis un jour plus jamais donner de nouvelles, c'est possible. C'est vraiment comprendre aussi la charge mentale aussi que c'est d'être dans ces métiers-là et se dire ok, vous avez l'espace en fait de prendre ce que vous avez à prendre. Donc il y avait vraiment cette notion de liberté au sein du collectif qui s'est rapidement mis en place. On est encore en train de se monter en assaut, donc c'est vraiment les prémices. Et on a commencé à mettre concrètement en place d'abord des discussions, juste salut, comment ça va? On a appelé ça les cafés. Ensuite, on a commencé à partager, à écrire la liste de nos compétences, dont les 3/4 d'entre nous, on ne s'était pas servi, on n'en était même pas conscient. Et du coup, ça a été des ateliers de MAO en mixité choisie, donc de musique assistée par ordinateur. Ça a été des discussions sur le syndrome de l'imposteur. Ça a été des ateliers sur l'écriture inclusive. Ça a été, c'est en fait, parce que c'est encore le cas, des ateliers sur les fiches techniques, parce que par exemple dans le milieu du spectacle, on le voit, il y a très très peu de représentation de femmes ou de minorités de genre dans tout ce qui va être le travail de technicien. Donc c'est un peu
avec toutes les compétences, tous les outils qu'on a, comment est-ce qu'on arrive à se les partager pour se sentir juste plus légitimer nos ressentis et se sentir bien au sein de notre environnement de travail. Et puis du coup, voilà, on a commencé à mettre en place aussi ce qu'on appelle ce qui est une jam en mixité choisie, des open mic en mixité choisie, où pour la première fois sur scène, il y avait d'accepter que des femmes ou des minorités de genre, bien que tout le monde ait évidemment le bienvenu et la bienvenue dans le public. Et juste pour essayer de voir, quand on est entre personnes sexisées, donner un safe space, se donner de la force pour qu'après, dans les jams ou dans les endroits, dans le milieu de la musique à Strasbourg et ailleurs, la parité puisse commencer à exister parce qu'elle n'existe pas. Et c'est bien, c'est déjà ça. Je réfléchis, est-ce qu'il y a un autre truc? Et ouais, voilà, des événements, des cafés, des ateliers. Et puis en fait, on est encore en train de découvrir, de se construire. Et voilà. Merci Louise. C'est bon, non? Oui, carrément. Est-ce qu'il y a des réactions dans les personnes là, qui ont écouté par rapport au témoignage de Louise? Moi, j'ai noté quelques mots un peu clés qui me paraissent un peu transversaux à tout type de lutte. Tu as parlé du coup du syndrome de l'imposteur, donc le fait de ne pas se sentir à sa place dans un collectif, de ne pas être légitime. Tu as aussi parlé de cette question de la légitimité. Et puis il y a un outil assez intéressant que vous utilisez qui est du coup la mixité choisie et qui je sais potentiellement peut faire aussi débat dans certains milieux, le fait de réserver certaines réunions, certains événements seulement à une catégorie de genre. Est-ce que ça c'est des choses qui ont été discutées dans vos collectifs, qui ont fait débat, ce genre de choses? Ça n'a pas forcément été discuté, mais dans ce que tu disais, c'était en fait cette mixité choisie, ça permet aussi de pouvoir se retrouver entre vous et pouvoir parler librement et créer du lien en fait entre vous plus sereinement. Et je pense que avec les ateliers, avec tout ça, c'est ce qu'on quand on va vers le public et qu'on, même entre nous dans les associations, de se rassembler sur nos causes qui nous rassemblent, en fait, ça nous permet de créer du lien entre les gens, que ça soit déjà entre nous, mais aussi du lien entre les personnes qui vont venir à ces ateliers, à tout ça. Et donc voilà, ça n'a pas été discuté, mais je trouve que l'idée de lien social est intéressante. Je pense que dans l'accompagnement éventuel, l'accompagnement juridique, mais aussi politique des femmes migrantes, c'est aussi quelque chose qui est important pour créer un espace notamment où les personnes peuvent se sentir libres de vraiment parler de leur vécu et de pouvoir avancer et de pouvoir travailler sur les traumatismes éventuellement. Donc oui, je pense que c'est des espaces importants aussi. Ouais. Par rapport à le problème de genre dans le domaine du logiciel libre, il y a quelques problèmes aussi, enfin l'informatique en général. Et en fait, donc Alsace Résonante, c'est historiquement une association qui était justement très genrée, masculin pour le coup. Et depuis le début, il y avait aussi des personnes non genrées en l'occurrence, qui gravitaient dans ces sphères-là, mais qui du coup n'arrivaient pas trop à rester. Donc elles gravitaient, mais en même temps elles venaient, elles partaient, et puis elles trouvaient pas leur place. Et donc depuis le début, il y a une autre association qui s'appelle Aktub, qui pour le coup est vraiment composé de personnes non genrées, tous les LGBTQ au sens large, et qui accueille maintenant, je pense, une quinzaine, voire 15-20 personnes, enfin même plus, c'est vraiment une vraie communauté, donc de hackeuses, de femmes qui travaillent dans le milieu numérique, ou de personnes non genrées aussi. Et du coup, c'est vrai que on travaille ensemble, donc on est maintenant un collectif un peu plus agrandi qui a pris en compte ces problématiques et qui essaye de travailler dans ce sens-là, quoi. On a fait un festival la semaine dernière au Molodeuil. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient pu venir, mais
Voilà, c'était super sympa. Merci Gauthier. Comme on est assez nombreuses autour de la table, on va enchaîner un petit peu les témoignages et puis on pourra revenir sur des sujets comme là par exemple les questions féministes dans vos collectifs si on a encore un peu de temps à la fin. Mais du coup je propose qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous parle un peu de son actualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y aller? Jules? Ouais? C'est parti. Donc à Strasbourg Action Climat, ce qu'on fait là actuellement en partie, c'est essayer d'évaluer un pacte pour la transition écologique et sociale et démocratique qui a été signé par la mairie en 2020 quand ils ont été élus. Et donc là, c'est de suivre un peu les indicateurs et ce sur quoi ils s'étaient engagés. Ils ont pris différents niveaux d'engagement et donc ça va sur la notion écologique est un peu transverse dans tout le pacte, et après on a des volets démocratiques et social. Donc l'écologie ça rejoint aussi toutes ces luttes en fait, parce que on a un côté où le climat change, les populations vont être obligées de se déplacer et c'est déjà le cas. Ils le font déjà, et donc il faut être en mesure de pouvoir les accueillir. Et pour ça, il faut s'y préparer. Il faut avoir prévu comment on va faire pour accueillir toutes ces personnes qui vont devoir partir parce qu'elles vont être forcées par des raisons climatiques, des sécheresses, des famines. Comment on fait pour nous les accueillir et les aider. Donc, dans ce pacte pour la transition, il y a des choses comme ça qui sont créer des hébergements. Donc on se retrouve sur ce côté-là. Il y a aussi comment on fait pour impliquer les citoyens, tous les citoyens de la ville, des alentours, de l'Alsace. Comment on fait pour les impliquer, comment on fait pour rendre tout ça lisible en fait, parce que actuellement ça l'est pas. Et parce que déjà avec ça en fait, avec tous les engagements, les promesses qui ont été prises, on aurait déjà moyen d'améliorer beaucoup la situation. donc voilà, et donc il y a dans la lutte écologique, il y a aussi toute la partie animale, consommation de viande, où on travaille aussi avec ces collectifs là pour sensibiliser les gens au-delà de vous allez polluer la terre de vos enfants, de la nôtre. Enfin, on va dégrader les conditions de vie sur Terre. On est déjà en train de créer des conditions qui sont horribles pour d'autres, pour les animaux. Donc ça, on essaye. Tout ce message-là passe aussi par là. On a du logiciel libre, du numérique sobre. Ça passe aussi par là. Et en soi, c'est une lutte qui nous concerne tous comme les autres luttes, mais c'est aussi une lutte sociale. Plus d'égalité, plus de démocratie, plus d'aller chercher en fait la vie des citoyens, de les rendre qu'on se sente concerné par tout ça. C'est un peu ce qu'on essaye de faire en fait. Et donc ça rejoint toutes les luttes, et le féminisme, quand on voit qu'avant certaines associations justement sont exclusivement masculines et d'autres sont exclusivement féminines, et en fait sur ce sujet là on arrive à se rejoindre et à avoir de la mixité, de la parité dans les instances décisionnaires, partout, et en fait c'est tout, on arrive à regrouper tout ça, parce qu'en fait, on est tous peut-être touchés par ça, quoi. Voilà. Merci Jules. Je refais un peu l'exercice des petites notes que j'ai prises qui me paraissent être transversales, mais t'as dit que dans cette évaluation du pacte pour la transition, il y a le croisement entre les questions écologistes, les questions sociales, les questions démocratiques. Et comment dire, c'est vraiment très très vaste. Tu as pris des exemples précis sur les questions migratoires, les questions animales, les questions du libre, et comment. Pour autant, les personnes qui participent à Strasbourg Action Climat et au pacte, elles sont plutôt spécialisées dans l'écologie.
Donc je ne sais pas si dans les personnes qui sont autour de la table, c'est quelque chose dont vous aviez entendu parler, ce pacte pour la transition, ça vous parle ou pas, et comment est-ce que vous, ça vous paraît résonner sur les thématiques qui sont les vôtres, quoi. Isabelle, ouais. Alors moi, j'ai entendu parler du pacte grâce à des militants d'Alternativa. Voilà, parce que sinon, je savais même pas qu'il y avait ce truc. D'ailleurs, j'en ai entendu parler vaguement, donc je vais peut-être dire des bêtises, vous m'excuserez. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, en tout cas, avec le collectif, et puis antérieurement dans le comité Gilets jaunes, on a plus envie plutôt que de vérifier si les politiques, on va dire, d'aménagement de notre société capitaliste fonctionnent ou pas. On a plus envie de dénoncer, voire de taper fort sur le fond politique que représente en ce moment la destruction de la planète généralisée, quoi. Et donc, pour nous, c'était, dès le départ, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un versant écolo, en fait. Alors, c'était très, très compliqué à expliquer, puisque forcément, au départ, c'est parti sur une taxe carbone et que tout le monde nous a pris pour des méchants qui voulaient juste pouvoir utiliser nos voitures. Cela dit, en fait, il y avait quand même derrière une réflexion de qui paye, en fait, dans cette société, et pourquoi, en fait. Est-ce que c'est aux pauvres de payer ou est-ce que c'est à Total de payer en fait, et comment on aménage. Il y avait aussi toute la réflexion de comment on aménage nos lieux de travail, pourquoi on est obligé de faire 80 bornes pour aller bosser, etc., etc. Et donc, c'est vrai que là, on a essayé, nous, pendant la lutte des retraites, de créer aussi et je pense qu'on y est arrivé avec le collectif On crèvera pas au boulot, de créer des convergences. Il y a aussi des militants, en particulier d'Alternativa, qui sont venus en fait vers nous, et ça a été un gain en compétences, un gain en réflexion assez exceptionnel sur que ce soit sur l'organisation d'action, que ce soit sur la réflexion des cibles d'action, etc., qui nous a fait vraiment, en tout cas moi là personnellement, vraiment évoluer en fait dans ma réflexion militante par rapport à l'impact que peuvent avoir ces actions. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est vrai que c'est très important la sensibilisation, mais il faudrait que dans des moments qu'on arrive plus en fait à regrouper sur des actions coup de poing, sur des choses qui dénoncent vraiment le côté systémique du capitalisme et de destruction de la planète très fortement, quoi. Autant peut-être encore plus nombreusement qu'on le fait, et que en fait le problème, c'est pas du tout pour aller contre ce que tu disais, mais le problème qu'on a toujours, c'est le problème du temps. Et c'est vrai que quand on fait des actions de sensibilisation, ça prend énormément de temps. Quand on organise des actions coup de poing, ça prend du temps. Et en fait, c'est comment on arrive à juguler ce temps entre la sensibilisation, entre des choses du quotidien qui sont très importantes, et entre en fait des actions plus globales qui vont avoir un impact politique. Et ça, c'est une vraie question, et on est toujours en tension en tant que militant là-dessus. Et souvent, après, on se dit toi, tu fais que ça, toi, tu fais. Et c'est ces espaces-là où on pourrait articuler, on va dire, le quotidien avec l'avenir, qui sont, à mon avis, à construire. Pardon, je suis peut-être un peu longue. Merci Isabelle. Est-ce que la prise de parole, ça fait réagir peut-être celle d'Isabelle de votre côté sur cette gestion du temps, comment on choisit la stratégie qu'on adopte en fait pour lutter contre ce système un peu monstrueux global qui lie capitalisme, patriarcat, racisme, et toutes les autres ismes. Ouais. Pour ce qui est d'Alsace Réseau Neutre, c'est vrai que nous, notre combat de tous les jours, c'est de lutter contre Google, Amazon, Facebook, proposer des alternatives. Donc on propose des outils alternatifs, que ce soit adresse mail, cloud, etc. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est très très chronophage, parce qu'on doit vraiment s'occuper des serveurs au jour le jour.
c'est un travail quasiment à temps plein en fait. Aussi faire le support avec nos adhérents, ceux qui profitent de nos services. Et pourtant, on voit par exemple par rapport au parc de la transition, moi j'en ai entendu parler pendant les élections municipales, si je me trompe pas, hein, c'était ça. Enfin, il me semble, en tout cas il y avait ça, ouais, c'est ça. Et du coup, on a été un peu déçus parce que la liste qui est passée, ça avait beau être les écolos, c'était ceux qui avaient la politique la moins ambitieuse par rapport au logiciel libre. Et en fait, pour nous, le logiciel libre, c'est vraiment un outil très puissant contre les problèmes écologiques dans le numérique. Parce qu'en fait, ça permet de prolonger la durée de vie des appareils, ça permet de reprendre le contrôle sur notre vie numérique, sur les outils qui existent, et vraiment d'influencer en fait l'avenir d'Internet, l'avenir du numérique. Alors que si on n'a pas ça, en fait, si on n'est pas capable de reprendre le contrôle là-dessus, c'est les multinationales type Google, etc., qui décideront pour nous, les ingénieurs de la Silicon Valley. Et donc, voilà, je sais qu'il y a eu une décision politique récente pour essayer de faire plus de logiciels libres, mais ça vient 3 ans après le début du mandat, et du coup, c'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose. Donc on est vraiment seul au niveau local, on n'est pas soutenu par la ville, on n'est pas soutenu... donc on essaie de faire avec les associations, justement. Donc par rapport aux actions, je viens de dire, on propose des outils alternatifs. Donc on a en fait une plateforme qui s'appelle Sans Nuage, et qui permet en fait de se dégoogliser entièrement, donc d'avoir une adresse mail, un cloud, un système de sondage. Donc s'il y en a qui connaissent Framasoft, c'est en fait on reprend le combat de Framasoft au niveau local. Donc ce qui nous a beaucoup occupé ces derniers temps, c'est justement d'essayer de créer du lien, parce qu'on a eu au début beaucoup d'adhérents individuels, des gens qui étaient dans une démarche individuelle, mais on s'est rendu compte que c'était pas très rapide, quoi. Et du coup on s'est dit en fait une bonne stratégie ce serait de voir les collectifs, parce que les collectifs en fait ont un impact massif. C'est-à-dire que s'il y a une association qui utilise Google, bah déjà tous les mails qu'elle utilise, tous les gens qui communiquent avec elle sont chez Google, tous les mails finissent chez Google. Tous les services de communication aussi, si par exemple on met que les événements sur Facebook, tout le monde est obligé d'aller sur Facebook, avoir un compte Facebook, de laisser les données personnelles à Facebook. Et donc il y a un effet de réseau, on appelle ça. Donc c'est comme WhatsApp, tout le monde est sur WhatsApp, donc tout le monde va sur WhatsApp. Donc c'est contre ces différentes problématiques qu'on essaie de lutter. Donc on a une offre qui apparemment est acceptée par... Alternativa par exemple est chez nous, donc il y a de plus en plus d'associations qui disent ok c'est suffisant pour notre usage. À part ça on est issu à la base on est un fournisseur d'accès à Internet, donc en fait on essaie pas seulement de maîtriser les outils à la fin, mais de maîtriser toute la chaîne numérique, quoi. Donc on a aussi un data center, on a un serveur dans un data center à Schiltigheim, donc il faut aussi maintenir avec le matériel, les disques durs, etc. Donc ce qui fait qu'on a vraiment une possibilité d'agir à la fois sur ce problème de la pub ciblée, de la surveillance étatique ou par les grandes multinationales, et en même temps potentiellement on peut proposer un modèle alternatif pour le numérique en général, vu qu'on peut changer la manière dont on utilise le matériel, la durée de vie des serveurs, et tout ça du coup vu les gens sont adhérents chez nous, il peut y avoir un débat démocratique qui ne peut pas avoir lieu dans le numérique actuel, parce que tout se passe aux États-Unis en général, et donc il n'y a aucune souveraineté sur le modèle numérique qu'on veut développer collectivement, quoi. Merci pour ton partage. Tu parlais du coup du fait que ça a un impact beaucoup plus important quand on est au niveau d'une association ou d'un collectif. En fait, cette question du numérique à titre individuel, c'est déjà quelque chose. Et puis après, quand on passe au niveau collectif, ça change tout de suite beaucoup la donne. Morgane, ouais. Alors ça me fait penser à plusieurs choses, notamment le fichage des personnes étrangères et les grandes databases qui existent au niveau de l'Union européenne. Donc on a l'agence EOLISA qui se trouve à Ilkirch, où il y a toutes les databases en fait des fichages au niveau européen. Et comment il se sert en fait de cette fichage. Donc il y a bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez le règlement de Dublin, qui permet du coup à l'Union européenne de dire une personne demandeur d'asile qui est passée par tel pays doit du coup retourner dans ce pays-là, parce que c'est le premier pays qui est responsable de la demande d'asile. Mais aussi en termes de obligation de quitter le territoire français, des interdictions de revenir sur le territoire et tout ce qui est suspicion de terrorisme, et comment
souvent aussi pour les demandes de visa, les fichages en fait se croisent et qu'il n'y a pas une protection des données. Donc si on est fiché parce qu'on a fait une demande de visa, en fait, des fois, les données peuvent être croisées avec d'autres bases de données, ce qui est vraiment très problématique parce qu'ils peuvent être utilisés pour des fins politiques aussi, et les personnes qui ont donné par exemple leurs empreintes ou leurs informations n'étaient pas forcément conscientes du fait qu'ils allaient être utilisés à d'autres fins. Donc ça c'est une chose. Après, on a, nous, on lutte énormément contre les tendances de la dématérialisation. Et donc, on voit comment l'administration dématérialise toutes les procédures administratives de demande de titre de séjour, de demande d'asile, etc. Et on a travaillé avec des développeurs web militants parce que, notamment pour pouvoir identifier un peu les problèmes qui, du coup, sont devenus invisibles. Avant, pour faire une demande de titre de séjour, on prenait rendez-vous directement à la préfecture, envoyait des longues files devant la préfecture. Ensuite, les rendez-vous devaient être pris en ligne et du coup, ça a invisibilisé en fait le problème de fond qui est un manque d'effectifs et très peu de rendez-vous qui fait que des personnes en situation irrégulière, sans papier, ne peuvent pas déposer leur demande de titre de séjour, même s'ils remplissent les conditions, et du coup sont maintenus dans une situation irrégulière pendant des années, des fois parce qu'ils n'arrivent pas à accéder. Et donc on avait des développeurs web qui ont mis en place un robot en fait, qui allait tout le temps regarder sur tous les sites des différentes préfectures en France le nombre de rendez-vous disponibles. Et ça nous a vraiment permis de montrer qu'il n'y avait quasiment pas de rendez-vous disponibles. Et donc, ouais, je pense que c'est intéressant. Là, il y a encore plein de choses à creuser, je pense, mais ouais. Ouais, il y a les enjeux sur la protection des données que tu as mentionné, qui concernent en fait tout le monde, et notamment dans le milieu militant. On se pose particulièrement la question en ce moment avec la répression qui est en cours sur les différents mouvements. Et puis ouais, la question de la dématérialisation, du coup pour des personnes qui sont en fait en situation de précarité de manière globale ou qui ont un accès au numérique qui est hyper réduit, c'est une question qui devrait concerner tout le monde, mais qui est un peu passée à marche forcée et qu'on questionne, qu'on n'interroge pas vraiment, quoi. Peut-être Margot, ça te dirait de nous parler un petit peu de ce que tu fais toi dans ton militantisme? Peut-être commencer par une petite définition du spécisme et de l'antispécisme, parce que c'est un peu l'orphelin, c'est la lutte orpheline de la gauche et des luttes sociales en général. Et c'est souvent assez caricaturé, donc peut-être resituer un peu cette lutte. Donc le spécisme, c'est un terme qui a été créé dans les années 70, en fait, sur le modèle du racisme et du sexisme. Et grossièrement, ça définit une discrimination sur le critère de l'espèce. Donc ça se concrétise par l'exploitation, par la domination, la soumission des individus qui appartiennent pas à l'espèce humaine. Donc les animaux, même si ça va des vers de terre aux baleines, on parle des animaux comme un tout. Je vais essayer de m'y retrouver. Ça m'a fait penser à plein de choses sur lesquelles je voulais rebondir. Donc, le spécisme, c'est une forme de, on va dire, de suprémacisme humain. En fait, c'est faire passer les intérêts des humains avant les intérêts des animaux et des intérêts véritablement secondaires des humains. Donc se divertir, se vêtir, manger, qui sont des intérêts souvent de confort et parfois des intérêts simplement qui relèvent du luxe, de faire passer ces intérêts avant les intérêts des animaux qui sont vraiment des intérêts primordiaux, essentiels, qui sont
ne pas souffrir, pouvoir vivre simplement, librement, sans souffrance. Voilà. Et donc l'antispécisme, c'est la lutte qui lutte contre l'exploitation animale en général. Les objectifs de la lutte antispéciste, ils sont assez nombreux, vu toutes les formes que prend l'exploitation animale. Donc, en général, ce à quoi on va penser en premier, c'est l'exploitation des animaux pour la nourriture. Donc, on va lutter contre l'élevage, contre les transports d'animaux. Souvent, des animaux sont élevés dans un pays, ils sont transportés pendant des milliers de kilomètres dans des conditions horribles pour être abattus dans un autre pays. Donc, lutter contre l'élevage, le transport et l'abattage. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a vu des vidéos d'abattoirs. Je pense que ça laisse pas de marbre, mais aussi contre toutes les formes en fait de maltraitance, de souffrance qui sont infligées aux animaux au quotidien dans les élevages. Donc la majorité des animaux, ils sont élevés dans des systèmes intensifs. Ils voient jamais la lumière du jour. Ils sont enfermés dans des minuscules cages. Les truies, par exemple, elles sont bloquées dans des espaces, elles peuvent même pas se retourner en fait. C'est inimaginable, les vies qu'ont ces individus. Les poules en cage, c'est un problème qui est pas mal médiatisé. Donc les poules sont élevées dans des cages, elles sont très nombreuses dans une toute petite cage et leur espace de vie équivaut à une feuille A4. Donc c'est pas une vie, c'est un cauchemar pour ces animaux, mais aussi donc pas que les animaux terrestres, mais aussi les animaux marins, donc les poissons pour la pêche et aussi pour l'aquaculture. C'est des animaux qui souffrent aussi énormément des conditions d'élevage, d'abattage et d'exploitation. Donc voilà, toute cette problématique autour de l'alimentation, mais on va aussi lutter contre l'utilisation des animaux donc pour les loisirs. Tout le monde, je pense, a été aussi un peu informé de la lutte pour l'abolition de la corrida qui a été menée en début d'année. L'utilisation des animaux pour les vêtements aussi, donc la laine, le cuir, la soie, etc. Et aussi l'exploitation des animaux pour l'expérimentation. Voilà, donc vraiment notre vie, notre confort moderne repose sur l'exploitation des animaux. Donc l'objectif quand on est antispéciste, il y a plusieurs écoles, bien sûr, je vais parler de l'école dans laquelle je m'inscris, qui est l'abolitionnisme, donc en fait opposé ce qu'on appelle au welfarisme. Donc le welfarisme va chercher à améliorer les conditions des animaux, donc leur donner un peu plus d'espace ou un accès à l'extérieur. Mais quand on est abolitionniste, en fait, on souhaite la fin de toute exploitation animale parce que ce n'est pas nécessaire de manger des animaux pour être en bonne santé, ce n'est pas nécessaire d'assister à une corrida, ce n'est pas nécessaire de pêcher, d'arracher la bouche des poissons avec des hameçons pour ensuite les relâcher dans l'eau. Enfin, en fait, toutes ces pratiques humaines ne sont pas nécessaires, et comme elles sont pas nécessaires, elles sont injustifiées, elles sont injustes, et le but donc c'est d'abolir ces pratiques, et ça va passer par différents engagements de la part des militants et des militantes. Alors pour ma part, je suis plutôt active dans le milieu. Je participe à différentes actions, mais actuellement, je suis plutôt dans le milieu universitaire. Je fais des études en éthique animale, donc sur les questions du statut moral des animaux, de leurs intérêts,
de définir ce qu'est le spécisme, l'antispécisme, etc. Donc plutôt un travail intellectuel pour un peu une sorte de révolution, pour participer un peu à la révolution morale et intellectuelle qui est d'inclure les animaux dans notre cercle de considération morale. Et à ce propos, je vous invite à lire la déclaration de Montréal sur l'exploitation animale qui a été publiée le 4 octobre dernier, qui est une tribune de 500 chercheuses et chercheurs en philosophie politique et morale. Donc c'est le résultat de 50 ans de recherche en philosophie, en éthique animale. Et ces 500 chercheurs et chercheuses, donc spécialistes du sujet, condamnent l'exploitation animale et appellent à l'abolition de toutes les pratiques qui reposent sur l'exploitation animale. Donc c'est assez historique, véritablement, ce document. Il y a un consensus des personnes spécialisées sur le sujet pour condamner l'exploitation animale. Je pense que c'est important de... Voilà, c'est pas juste un mode de vie, le véganisme, ou c'est pas juste un truc de bourgeois ou un truc de blanc, surtout pas. C'est véritablement 50 ans de recherche sur le sujet qui ont abouti à cette déclaration. Et donc un peu plus concrètement, la lutte antispéciste, elle prend plusieurs formes. Donc il va y avoir de la documentation, donc documenter. Je vais essayer de finir rapidement. De documenter les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, faire en sorte qu'elles soient améliorées, mais quand même avec un objectif à long terme d'abolition. Il y a aussi un combat institutionnel, donc vraiment auprès des élus, pour faire avancer la cause animale, pour que les animaux soient représentés dans les institutions, que leurs intérêts soient représentés. Je ne vais pas dire cheval de bataille, parce qu'il ne faut pas utiliser les chevaux pour la guerre. Un des objectifs des militants animalistes et antispécistes, ce serait la création d'un ministère de la condition animale, par exemple, parce qu'actuellement, les animaux, ils sont relégués au ministère de l'Agriculture. Donc voilà, se faire défendre par ces exploitants, c'est un petit peu... on ne va pas aller très loin. L'institutionnalisation, l'abolition des pires pratiques, mais aussi la végétalisation de l'alimentation. Et là, je pense que ça fait des liens assez évidents avec la lutte écologiste, environnementale. Il faut savoir que dans le dernier rapport du GIEC sur l'alimentation, le GIEC, le groupement international des experts sur le climat et des expertes, qui a fait des études sur les différents régimes alimentaires et sur le régime alimentaire qui aurait le moins d'impact sur l'environnement, qui serait le régime végétalien. L'élevage, l'exploitation animale, la pêche, la surpêche, c'est une catastrophe environnementale. C'est une des principales causes des émissions de gaz à effet de serre. C'est une cause aussi de la pollution des terres, des cours d'eau. C'est aussi les élevages sont un peu un terreau très fertile pour de futures pandémies. Donc en fait, pour moi, ce qui m'a amené aussi à lutter pour la cause animale, c'est parce que pour moi, ça faisait vraiment énormément de liens avec beaucoup d'autres luttes. Mais c'est aussi une lutte qui était assez méprisée. Et pour moi, je me suis dit, tiens, je vais m'investir là où il y a besoin de monde. Parce que je trouvais que le mouvement écolo était déjà bien structuré et qu'il y avait de plus en plus de militants et militantes. Donc la cause animale, donc ça concerne évidemment une
une lutte de justice sociale pour les animaux, mais aussi ça englobe la question environnementale, ça englobe aussi le droit et le droit des personnes qui travaillent dans les abattoirs. Il suffit de lire des témoignages des personnes qui travaillent dans les abattoirs, c'est effroyable. Mais aussi pour les éleveurs et éleveuses qui sont vraiment victimes aussi de ce système, qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Certaines personnes, certains éleveurs, vous avez peut-être entendu parler, mettent fin à leur jour parce qu'ils ne voient pas de porte de sortie de ce système-là. Mais c'est aussi une question de santé publique, donc pour éviter de futures pandémies, mais aussi pour lutter contre certaines des principales causes de maladies chez les humains qui sont provoquées par l'alimentation, une alimentation où la viande et les produits laitiers sont dominants. Voilà, donc pour moi c'est une cause qui permet d'inclure des êtres qui sont très vulnérables, qui sont exploités par un groupe dominant. Pour moi, donc il y a vraiment une idée de révolution de nos pratiques, vraiment c'est une question de justice en fait, et aussi pour moi ça répond à énormément d'autres problématiques. Et peut-être plus tard faire aussi petite parenthèse sur comment la lutte féministe est aussi représentée dans notre milieu militant, qui est assez sexiste et patriarcal. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci Margot. Est-ce qu'il y a des réactions dans les personnes qui sont autour de moi ? Margot nous a présenté la définition du spécisme, parce que comme elle l'a dit au tout départ, c'est une lutte à laquelle on pense assez rarement, qui est très souvent oubliée et qui n'est pas considérée en fait dans les milieux de gauche ou d'extrême gauche. Et puis en fait c'est en tout cas très très facile à voir les parallèles qu'il peut y avoir entre les systèmes oppressifs qu'on connaît un peu plus, comme le sexisme ou le racisme, mais quand on passe la barrière de l'espèce, en général on l'oublie. S'il n'y a pas de réaction, il nous reste encore les témoignages de Morgane et Isabelle, un peu plus à entendre. Vous avez déjà pu expliquer un petit peu ce que vous faisiez, mais peut-être que vous avez des choses à rajouter. La CIMAD, c'est une association de défense des droits des étrangers et des dignités des personnes étrangères. On milite notamment pour la liberté de circulation, pour la régularisation large et durable de toutes les personnes sans papier, et aussi pour la fermeture des lieux de détention qui ont été créés pour enfermer uniquement des personnes étrangères. Donc on travaille sur plein de différentes axes. Concrètement, ici à Strasbourg, on fait de l'accueil des personnes qui souhaitent avoir des conseils sur leur situation administrative, donc pour faire les demandes de titres de séjour notamment. On utilise aussi cet accompagnement individuel pour nourrir nos plaidoyers au niveau régional, local, mais aussi au niveau national, pour faire avancer le droit et pour dénoncer aussi les politiques migratoires répressives. On fait pas mal d'actions de sensibilisation aussi, pour justement essayer de lutter contre tous les préjugés et les stéréotypes qui existent concernant les personnes étrangères. Et on intervient aussi en milieu carcéral pour faire de l'accompagnement juridique aussi pour les personnes étrangères détenues, parce qu'ils sont en surnombre comparé au nombre de personnes étrangères présentes en France. Dans le discours actuel, avec le projet de loi sur l'immigration et de l'asile, on entend vraiment
cette idée que étranger égale délinquance, hein, et qu'il y a vraiment un lien entre les deux, alors que ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a vraiment zéro lien. Et donc l'incarcération, hein, de personnes étrangères pose beaucoup de questions, hein, sur les politiques et des pratiques racistes en France et ailleurs. Sinon, on a aussi tout un volet solidarité internationale, hein, où on travaille beaucoup avec d'autres associations en Europe et au niveau international pour travailler. On fait aussi là je parle de la CIMAD de manière générale, hein, mais on fait des missions d'observation aux frontières. Là récemment, c'était en Albanie aussi, pour comprendre vraiment les politiques européennes et les conséquences qu'ils ont pour les vies humaines. Donc voilà, rapidement, c'est ce qu'on fait à la CIMAD. Ouais. Merci. Je peux peut-être faire un mot sur le lien avec les autres luttes. Ouais, je sais pas. avec plaisir. Ouais. Donc forcément, on travaille beaucoup en interassociatif, hein. Sur Strasbourg, il y a du travail qui est fait avec d'autres groupes, notamment, hein, féministes, hein, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a, je pense, il y a des personnes qui sont mieux placées que moi pour parler de ça, mais qui ont une autre définition, en fait, de ce que c'est l'oppression patriarcale et aussi des conséquences que ça a pour les personnes, et donc de vraiment comprendre que l'expérience d'une femme migrante en France n'est pas la même que une femme française, et que la libération aussi, hein, des femmes en France a souvent été faite à détriment aussi, hein, de femmes migrantes. Là, je pense notamment au care, mais aussi au travail du sexe. Donc, sinon, il y a aussi pas mal de travail qui est fait avec les syndicats, hein, bien sûr. Je pense qu'on pourrait en faire encore plus, hein, parce que dans tout ce qui est la défense des droits des personnes sans papier, on a énormément de personnes, hein, qui travaillent sans papier, mais qui cotisent quand même, bien sûr, et en vrai, qui sont aussi protégées par le droit de travail, mais qui n'arrivent pas à avoir accès, en fait, à ce droit en réalité. Et donc là, il y a beaucoup plus de travail qu'on pourrait faire, mais je rejoins Isabelle avant, et je pense qu'on pourrait parler un peu des blocages après, mais sur les limites de temps et de priorité qui malheureusement nous prend, mais qui n'est pas juste propre aux associations, mais qui vient aussi par, je pense, une pression politique, hein, ailleurs. Là, je pense aux libertés associatives, hein, et par exemple ce que Alternativa ou la LDH a subi récemment, mais aussi la mise en concurrence, en fait, des différentes associations, parce qu'il y a plus en plus d'appels à projets qui sont lancés, et donc voilà, je pense que c'est pas toujours facile. Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que ça fait réagir les personnes qui sont autour de moi, cette question de défense des droits, en fait, face aux oppressions? Et Jules, ouais. Ouais, et ce qui en ressort là dans les deux, un peu les deux témoignages, c'est au final de la domination, l'oppression, que ça soit des populations humaines ou des populations animales. Et en fait, c'est la domination de l'humain sur la nature. Il y a une forte tendance, et surtout chez les capitalistes, à se croire supérieur aux autres vies humaines ou au reste du vivant. Mais la réalité ramène trop souvent au fait que, en fait, on n'est pas du tout supérieur à tout ça, et on fait partie d'un tout, et être cruel, parce que c'est le cas, envers les humains ou envers les animaux ou envers la nature, nous dessert. On a un enrichissement culturel totalement possible
en allant vers ce type de lutte et en fait en allant vers les autres. Et donc ça revient un peu, toutes ces luttes sont en fait oppressées par le système capitaliste contre lequel en fait au final on se bat. C'est le principe de la lutte. Et donc en fait bien sûr qu'il va y avoir des points de friction ou des blocages en fait entre nos différentes luttes, mais par exemple l'anticapitalisme et la lutte contre l'oppression et la domination, c'est des choses qui vont nous rassembler. Isabelle, tu voudrais nous parler un peu de la manière dont toi, par exemple, t'envisages cette lutte anticapitaliste, vu qu'il nous reste ton témoignage et que c'est un peu ton engagement personnel. Ouais, alors j'avais plutôt prévu de parler, mais ça va dans le sens de ce qu'on a tenté de faire en fait avec le collectif On crèvera pas au boulot, et bon, parce que ça rejoint en fait ce que moi je pense qu'il faut faire en ce moment pour abattre le système capitaliste et régler tous les problèmes qu'on a à régler, qui sont nombreux, et voilà. En gros, nous on est quand même parti d'une constatation depuis, nous, je dis pas nous, alors certains militants gilets jaunes, on était partis d'une constatation depuis la fin du mouvement qu'il y a quand même peu de lieux où en réalité on arrive à faire de la convergence, à réellement tisser des liens, et que en fait la particularité du mouvement Gilets jaunes, c'était quand même des gens qui venaient de partout, qui se sont rencontrés et qui ont posé des problèmes divers et variés, et on a voulu se dire que dans cette réforme des retraites, on voulait pas juste aller en manifestation, marcher une fois par mois en disant qu'on veut le retrait de la réforme des retraites, mais qu'on voulait dès le départ dire qu'il y avait d'autres problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a écrit un tract, et ça c'est très important pour nous, de ce tract, puisqu'en fait dans ce tract on disait ok, il y a la réforme des retraites, bon c'était le truc en premier lieu, mais il y a les conditions de travail, il y a les salaires, c'est-à-dire toutes les questions sociales, il y a la problématique de l'exploitation spécifique et encore plus dure de tout un tas de catégories de la population. Et il y a également le volet démocratique. Celui-là, il était super important pour nous. C'est-à-dire que nous, on se disait, mais là, en fait, pour gagner une société où il y aurait une réelle démocratie, il faudrait déjà qu'on essaye de faire en sorte qu'on mette en place des collectifs démocratiques à la base, et pas des instances verticales où il y a un certain nombre de personnes qui, dans un bureau, décident pour tout un département quel jour on va manifester, comment on va manifester et qui a le droit de parler. Donc ça, c'était vraiment dans notre ADN, on va dire. Et le dernier truc, c'était de dire que quand même, alors on a une phrase dans notre tract, on voudrait bien développer plus, mais que tout ça, ça peut pas être déconnecté de la question écologique, puisque la destruction de la planète, c'est le système capitaliste tel qu'il est organisé à travers les profits qu'il a produits, et donc tout ça est évidemment lié. Bon, donc on est parti de là, et après, donc en fait, si vous voulez, il y avait un peu deux objectifs. C'était de regrouper un maximum de personnes qui étaient d'accord avec ces revendications, voilà. Et le deuxième objectif, c'était d'essayer de créer un point de jonction aussi avec d'autres militants qui auraient d'autres sphères militantes privilégiées, donc comme certaines associations écolos, comme etc. Et d'essayer de faire ces ponts à maximum pendant cette lutte. Donc en fait, le collectif, il y a une multiplicité de profils qui sont venus. On avait des syndiqués, des non-syndiqués, des militants écolos, des militants antifa, des gens qui n'avaient jamais milité avant, pour lesquels c'était la première lutte. Et je pense que ça fait la richesse en fait du collectif. Et on a essayé on a quand même discuté là, et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment discuter dans les prochains temps dans les milieux militants, et un peu sans comment dire,
en y allant franchement, quoi, parce qu'il faut qu'on y aille franchement. Nous, notre objectif d'organisation à la base, il a été relativement restreint, en fait, puisque, en fait, globalement, pour l'instant, sur la revendication d'urgence de le retrait de la réforme, on a perdu, pour l'instant. Et on a perdu parce que, à mon avis, la stratégie, et là c'est mon avis, la stratégie de l'intersyndicale qui consistait à la fois de placer des journées espacées, mais aussi en fait de ne pas favoriser la coordination à la base des gens qui étaient dans le mouvement, elle n'a pas réussi à aller au-delà, à mettre un rapport de force suffisant avec le gouvernement. Parce que, enfin, faut quand même se le dire, quoi, Macron et son gouvernement, au moment des Gilets jaunes, ils ont réussi à crever des yeux, arracher des mains. Là, ils l'ont fait encore avec les soulèvements de la terre. Enfin, on a quand même en face de nous un gouvernement qui est capable de sortir les armes violentes, quoi. Et donc, pour arriver à gagner un rapport de force contre ce gouvernement-là, c'est pas simplement en faisant des manifestations, même si on est 2 millions et demi ou 3 millions qu'on va y arriver. C'est une stratégie politique qu'il faut mettre en place, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens démocratique de la démocratie à la base. Et donc, on a eu un problème, c'est qu'il n'y a pas eu de coordination des grèves quand même. Non mais il faut le dire, quoi, les électriciens gaziers, 1 mois et demi de grève. Les cheminots, c'est parfois 2 mois. Les profs, il y en a certains qui étaient en reconductible. Les éboueurs, 1 mois et demi à Paris. Ces gens-là, ils ont perdu 1 mois et demi de salaire. Ils sont aujourd'hui, pour la plupart, pas très bien. Et rien n'a été fait pour coordonner ces grèves. Rien n'a été fait pour créer des espaces de parole au début des manifestations, à la fin des manifestations, etc. Alors quand je dis rien, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de militants qui ont tenté de faire des choses localement, à plein d'endroits. Il y a bon nombre de militants syndiqués qui ont fait énormément de choses qui allaient dans ce sens-là. Il y a des collectifs qui ont fait des choses qui allaient dans ce sens-là. Mais il nous a manqué en fait une stratégie globale qui soit portée nationalement. Voilà. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, et je pense que si on veut arriver à en finir avec le capitalisme, si on veut arriver à poser tous les problèmes, qui sont tous les problèmes qu'on pose là, en fait, il faut impérativement qu'on puisse créer des points de jonction entre les différents collectifs. Il faut que ce soit des collectifs qui fonctionnent à la base, sans hiérarchie verticale, sans personne dans des bureaux qui décident à notre place, et c'est des vrais problèmes. C'est-à-dire comment on l'a aussi nous beaucoup discuté de ça dans notre collectif, le problème de la répartition des tâches, le problème du temps. C'est toujours ceux qui peut-être ont plus de temps qui vont pouvoir ou qui sont une expérience militante qui vont pouvoir faire telle ou telle chose. Donc c'est tous ces problèmes qu'il faut qu'on arrive à se poser. Et il faut quand même que je dise aussi 2 choses, parce que moi c'est un peu décousu, mais on a aussi réussi à, et ça c'est important, je pense que c'est une autre question qu'il faudrait poser impérativement aussi dans les prochains temps à mon avis. On a aussi réussi à faire ce collectif grâce à un média indépendant qui s'appelle Le Canard Réfractaire. Et en fait, s'ils nous avaient pas... alors, on peut discuter. Il y a plein de choses avec ce que dit le gars du Canard Réfractaire avec lequel je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais justement, en fait, on n'est pas parti sur un truc de principe où on se dit il faut qu'on soit d'accord sur tout. Il faut qu'on signe en bas de la page et on met 2h30 à écrire un tract avec 5 personnes dans une salle pour savoir comment on va mettre la virgule après le mot je sais pas quoi. On s'est dit, bon, ils ont envie de nous aider, on y va. Et ils nous ont aidés, ça a permis de diffuser médiatiquement ce qu'on voulait faire. Et ça nous a permis aussi de connaître d'autres collectifs et de rentrer en lien avec d'autres collectifs. Résultat, ça c'est aussi important, je pense, la question des médias indépendants, la question de comment on peut se coordonner en fait aussi médiatiquement ce qu'on fait pour qu'on puisse diffuser des choses, pour qu'on soit au courant. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire là, voilà, c'est très bien. Mais comment on peut généraliser ce genre d'initiative et comment on peut se doter de nos propres médias. Et enfin, dernier mot, dans le sens de ce qu'on... toujours de la même idée, on a essayé, enfin on entame, on verra ce que ça donne, de créer un réseau intercollectif régional. Donc là on a ce qui s'appelle le réseau Action Résistance. On a créé un appel, donc ça regroupe 6 collectifs, le Chaudron des Alternatives de Célestat, Vallée Debout, je suis fatiguée, c'est le soleil, l'Enclume de Mulhouse, Déodacie Debout, et j'en oublie un.
Oui, et nous, voilà. Et donc l'idée de cet appel, c'était de coordonner. Donc on a pu faire une action ou deux régionales en fait. C'est venu un peu tard dans la lutte des retraites, mais en fait c'est pas grave parce qu'à mon avis c'est pas fini vu tout ce qui va nous tomber sur la gueule et qu'en fait c'est des liens qu'on a vraiment envie d'essayer de faire perdurer, d'étendre pour que quand ça va redémarrer, on soit pas en train de se dire on attend que non, je vais pas dire ça. On attend que l'événement Facebook de l'intersyndicale arrive pour savoir quand est-ce qu'on va manifester. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, ça donnera envie aux gens de décider par eux-mêmes et de faire des assemblées décisionnaires qui permettront de rythmer la lutte comme eux le souhaitent et pour les revendications qu'ils souhaitent. J'espère que j'ai pas été trop longue. Merci Isabelle, non, c'était super. Est-ce que ça fait réagir certaines personnes? Ouais, Margot. Merci. Ce que je retiens de ton intervention et qui me parle pour la lutte dans laquelle je suis impliquée, c'est la question de la démocratie et la question de l'accès à l'information. Pour l'accès à l'information, en fait, les personnes qui risquent leur liberté et leur sécurité pour informer de ce qui se passe dans les abattoirs, donc les lanceurs d'alerte qui sont à l'origine notamment des vidéos qui sont diffusées par des associations, donc notamment L214, ils font face à une répression très forte, ils finissent devant le tribunal alors que voilà, on est en droit de savoir ce qui se passe derrière ces murs. Et aussi la question de l'accès à l'information, elle passe aussi par lutter contre la désinformation, parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs qui sont majoritaires, qui ont la parole, sont les personnes qui ont des intérêts dans ces industries et dans ces entreprises. Il faut voir que la FNSEA, donc le syndicat des agriculteurs et des éleveurs, mais aussi Interbev, donc le lobby de l'élevage de bœuf, sont régulièrement invités dans les écoles pour faire des interventions auprès des enfants. Il y a également des visites d'élevage qui sont organisées pour les écoles, etc. Donc il faut voir aussi le fait que notre ministre de l'Agriculture est chasseur. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un avis, disons, objectif sur la question de la chasse quand on pratique soi-même et qu'on défend soi-même cette pratique. Et également donc le président du lobby des chasseurs, Willy Schrein, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est un sacré personnage qui est régulièrement invité à l'Élysée. Enfin bref, ils sont tous très amis, donc voilà, c'est un peu difficile de représenter la cause animale dans le débat quand il est autant dominé par les intérêts des exploitants des animaux. Donc cela pour la question de l'accès à l'information. Et pour la question de la démocratie, il y a en tant qu'animaliste, antispéciste, on est je vais pas dire on, je vais dire je, mais non, allez, on est pour vraiment des réformes profondes, radicales de notre système de représentation politique, parce que en fait la majorité de la population, elle est pour des réformes
assez profonde de nos relations avec les autres animaux. La majorité de la population, elle est pour la fin de la corrida. La majorité de la population est pour la fin de l'expérimentation animale, pour l'investissement dans les alternatives à ces pratiques. La majorité de la population est pour la fin de l'élevage industriel. Et à chaque fois que ces sujets arrivent sur le tapis ou arrivent à l'Assemblée, ce n'est pas l'avis et l'envie de la majorité de la population qui est pris en compte, c'est les intérêts des exploitants des animaux, donc les lobbies de la viande, les lobbies des produits laitiers, les lobbies de la chasse et de la corrida, vu que ça a été un sujet assez médiatisé ces derniers temps. Voilà, donc en fait on n'obtiendra aucune avancée. Autant pour la cause animale que pour nos autres luttes, que pour toutes les luttes pour la justice sociale. On n'obtiendra aucune avancée si en fait nos volontés et nos idéaux politiques sont silenciés et méprisés par nos représentants. Voilà les liens que je peux imaginer. Merci. Je ne veux pas frustrer s'il y avait d'autres réactions, mais ce que vous disiez à l'instant sur la liberté d'information et la démocratie, ça me fait penser qu'il faut que je signale que du coup les deux personnes qui sont derrière les caméras, elles font partie du média indépendant qui s'appelle Feuillu Libre, qui couvre du coup des luttes sociales, écologistes et sur la culture aussi entre les Vosges et l'Alsace. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Feuillu Libre. Et puis on a fait un petit peu le tour de toutes les luttes autour de cette table. C'était déjà hyper riche en fait de juste avoir le détail de ce que vous faites, de quelles sont vos actions, et on n'a pas eu le temps de rentrer potentiellement dans les blocages ou les points de friction, etc. parce qu'en fait c'est aussi hyper vaste. Mais voilà, ça fait déjà à peu près 1h30 qu'on parle, donc je propose qu'on arrive plutôt vers la fin de notre discussion. Et j'ai envie de vous proposer du coup pour finir que chaque personne dise un petit peu un petit mot de la fin. Ça peut être quelque chose qui vous a un peu interpellé pendant la discussion, des choses à creuser, des pistes sur comment travailler ensemble, une référence que vous auriez envie de partager, enfin voilà, quelque chose pour se dire au revoir. Morgane, tu veux commencer ? L'idée, c'était vraiment de parler des convergences des luttes. J'ai un peu réfléchi à ce qui, à mon avis, faisait vraiment obstacle. Et bon, il n'y a pas de solution. Hein, j'ai pas de solution miracle. Mais je pense que dans un premier temps, il est vraiment important de prendre le temps pour écouter avec curiosité les autres luttes, de s'instruire et d'essayer de comprendre. Parce qu'au fond, toutes nos luttes sont nées dans les multiples formes d'oppression dont le capitalisme se base. Et que le capitalisme, dans son fonctionnement actuel, repose vraiment sur les rapports de gouvernement sexistes, racistes, patriarcaux, spécistes qu'il exacerbe. Et donc... ma référence là, c'est la sociologue féministe postcoloniale Chandra Mohanty, qui nous dit que pour essayer de vraiment comprendre le fonctionnement des rapports de pouvoir, il faut prendre le point de départ là où se situent les personnes les plus touchées par le capitalisme. Et pour elle, c'est les travailleuses d'une certaine classe, d'une certaine race et d'un certain statut économique et administratif. Et que l'oppression de ces personnes est nécessaire au fonctionnement de l'économie capitaliste mondiale, et donc de comprendre la complexité et la réalité matérielle et les expériences de ces femmes, c'est aussi de ouvrir un espace pour démystifier le capitalisme et de mettre en évidence vraiment ce qui est rarement pris en compte. Parce que ces expériences ne sont rarement mises en évidence. Et donc, je pense que c'est un point de départ analytique où on verra vraiment l'intersectionnalité
et donc les liens entre nos différentes luttes. Mais donc de cette manière, l'intersectionnalité, c'est pas uniquement un concept critique qui permet du coup de voir l'imbrication des différentes luttes, mais c'est aussi un projet d'union en fait des luttes pour la justice. Et donc concrètement, je pense qu'il faut vraiment être curieuse des autres luttes et d'essayer de sortir de nos analyses respectives de l'oppression qui sont souvent un peu limitées. Et donc ça va mieux permettre pour nous de comprendre les différents processus de domination et de subalternisation, c'est-à-dire comment on justifie l'exploitation, qui se base toujours sur la même logique, qu'il s'agit de genre, de race, d'animaux, de nature, et donc il faut essayer de les déconstruire et d'en prendre conscience. Voilà, ça c'était un peu le mot de la fin que je voulais partager. Merci. Margot ? Ouais. Un petit peu dans la même lignée que Morgane, je pense que une des premières missions, un des premiers éléments, c'est s'informer. Donc pour la question du spécisme et de l'antispécisme, c'est une lutte qui est vraiment caricaturée, mais aussi par les personnes qui se revendiquent antispécistes et qui sont souvent invitées dans les médias. Ils ne nous représentent pas, je me désolidarise de ces personnes qui ont des discours un petit peu provocateurs, juste pour souvent faire le buzz, mais voilà, c'est la lutte contre l'exploitation animale, elle est beaucoup plus complexe. C'est le fruit de 50 ans de travaux universitaires, de 50 ans de lutte par des militants et des militantes sur le terrain. Voilà, donc s'intéresser à nos revendications et à nos actions avant d'avoir un jugement tout fait. Et je reprendrai aussi quelques éléments qui sont évoqués dans la lettre aux féministes pour une solidarité interlutte avec l'antispécisme. C'est une lettre qui a été publiée dans la revue L'Amorce. C'est une revue en ligne contre le spécisme. Donc cette lettre a été écrite par 4 militantes antispécistes et féministes et qui donne des pistes pour favoriser la convergence entre ces différentes luttes. Donc tout d'abord, il y a la question de s'informer avant de juger d'une lutte. Il y a aussi la question d'inviter les personnes qui sont impliquées dans cette lutte, voilà, ne pas parler à leur place ou ne pas les invisibiliser. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler de cette lutte. Il y a aussi de prendre conscience et d'essayer de ne pas perpétuer le suprémacisme humain. Donc cette tendance qu'on a à penser que les intérêts des humains passent tout le temps et dans n'importe quelle circonstance avant les intérêts des animaux. Et aussi de ne pas perpétuer certains slogans, donc un slogan qu'on retrouve beaucoup dans les luttes féministes ou dans les luttes antiracistes, c'est de dire on n'est pas des animaux, on n'est pas de la viande. C'est inconsciemment ça perpétue des représentations en fait qui nourrissent le suprémacisme humain. Et enfin, une des pistes aussi, c'est de favoriser dans les événements qu'on organise, de favoriser l'alimentation végétale, donc qui est très inclusif parce que ça permet d'inclure toutes les personnes aussi qui mangent pas certains types d'animaux, mais aussi c'est donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'alimentation qui est la plus écolo. Et enfin, si vous souhaitez un petit peu creuser cette question du spécisme et des liens que cette lutte a avec
avec d'autres luttes. Je vous invite à écouter le podcast Comme un poisson dans l'eau, il y a une 20aine d'épisodes avec des chercheurs et des chercheuses en éthique animale et aussi avec des personnes qui viennent d'autres luttes, notamment Kautar Archi, qui est une sociologue et qui étudie les liens entre le racisme et le spécisme. Voilà, donc si vous souhaitez creuser ces questions, je vous invite à écouter ce podcast Comme un poisson dans l'eau. Alors, pour finir, c'était très sympa. Les échanges ont été vraiment riches. Déjà hier soir, on s'est réunis aussi pour discuter entre nous et apprendre un peu à se connaître. On était partis pour pas longtemps. Au final, ça a duré 4 heures. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir partager tout ça. Je pense qu'on en a tous appris beaucoup sur nos différentes luttes. Et si on pouvait, peut-être qu'on serait dans toutes les luttes. Mais peut-être qu'on peut pas. Peut-être que nos luttes dans lesquelles on est, elles sont déjà très... ça nous prend beaucoup de temps. Et donc le but aussi de ça, c'est... On parle donc de convergence des luttes. Et à quel moment, quand est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive? Est-ce que ces moments-là où on a passé à discuter, à échanger nos points de vue sur nos différentes manières de lutter, sur nos objectifs, quel monde on a envie de voir émerger après tout ça, et justement sur notre impuissance aussi à vraiment faire changer les choses, même si les choses petit à petit on arrive à grappiller quelques avancées, et parfois on nous retire aussi beaucoup. Et d'habitude ce qu'on nous retire est beaucoup plus fort que ce qu'on a réussi à grappiller les derniers temps. Donc comment on fait pour plutôt que grappiller et essayer de juste passer à l'étape suivante, comment on fait pour changer la totalité des choses, et ça passe par être unis dans la lutte. On voit qu'on se retrouve sur beaucoup de sujets, d'autres non. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il va falloir qu'on change les choses, et vite, parce que là on est face à une urgence. Le mur arrive et on roule pas à vélo, mais on est dans un avion lancé à je sais pas combien de km/h, et le mur va faire très mal. Donc si on arrive à continuer ces échanges, et déjà au sein des sphères militantes, que chacun des militants puisse apprendre sur d'autres luttes, et ensuite on va réussir à diffuser aussi l'information plus loin. Et donc voilà, c'est comment on arrive à faire converger ces luttes. Est-ce qu'on va réussir à se revoir, à faire venir nos collectifs sur des discussions comme ça? Avant on a abordé la question du féminisme par exemple, nous on l'a pas encore abordé dans notre mouvement général, mais d'autres associations comme Alternativa par exemple ont des sections écoféministes qui sont présentes. Donc comment on arrive à faire converger toutes ces luttes et à se revoir, à parler, à discuter, à s'informer, et c'est un peu ça le défi peut-être qui nous attend derrière. Voilà. Alors, ouais, c'était super, ça valait le coup, parce que moi, il y a encore 2 jours, je savais pas ce que ça voulait dire convergence de lutte. Du coup, c'est hyper enrichissant, parce que je pense que c'est compliqué d'être un humain, qu'on a tous des problématiques super individuelles et une histoire, et qu'en fait, c'est souvent nos évidences qui créent des fossés. Donc peut-être rester et être à l'écoute de ce qu'on est et de quoi on a besoin. Et je pense que ça rejoint l'idée de mixité choisie et tout ça, mais aussi cette espèce d'empathie, de bienveillance, de connaissance de soi, et de faire confiance à ce dont les gens ont besoin, et en même temps soi-même d'être équilibré entre entre chercher les informations par soi-même et aller être dans la discussion avec les personnes en question, les personnes discriminées.
Voilà, je pense qu'on va un peu tous se paraphraser, mais en vrai, je vais pas insister beaucoup plus. Je pense que... Ah si, tiens, je peux faire un truc. On fait si jamais le collectif, ça vous a parlé ou que vous avez envie de discuter, de découvrir, on fait une carte blanche ici même à la Graines le 24 juin où du coup, l'après-midi, il y a des différents ateliers en mixité choisie et d'autres qui sont ouverts justement, par exemple, comment être un bon allié, l'écriture inclusive, le travail sur le corps et la voix. C'est vrai que on en avait parlé avec Morgane hier parfois quand la langue n'est pas la même ou quand les traumatismes nous rendent muets, le travail du corps, du ressenti, de la voix, d'une expression corporelle différente, ça peut aider. C'était hyper intéressant aussi parce que du coup on a un très jeune collectif, donc c'était intense d'être un petit peu preneur de conseils, de fonctionnement, de structuration. Tu parlais de comment fonctionner en tant que collectif, comment faire aussi du coup avancer la société en même temps, cette espèce de transparence au sein du collectif mais qui doit pas empêcher l'avancement, etc. Donc c'était vraiment super. Et du coup voilà, et il y aura de la musique aussi le soir à la Graines, ça c'est bien. Voilà, avec une belle programmation que je vous laisserai découvrir. Merci pour l'écoute, c'était cool quoi. Merci Internature. Moi j'aimerais du coup conclure avec un constat d'actualité. Donc au niveau du numérique, on fait face à des attaques massives là, depuis plusieurs années sur les libertés individuelles. Donc les dernières lois qui sont en discussion, ça consiste quand même à donner le droit au gouvernement d'allumer une caméra et le micro sur les téléphones portables, sur les smartphones. On a eu la loi sur les JO qui autorise aussi l'utilisation de la vidéosurveillance, des problématiques de fichage pendant les mouvements sociaux, là justement. Donc nous on est un peu en PLS en permanence, enfin toutes les semaines on se dit c'est ok. Nouveau next level, et donc là on est clairement dans 1984 depuis à peu près une semaine quoi. Donc ça c'est un peu le constat. Après du coup justement pour donner un peu d'espoir, nous on fait beaucoup de choses, on prépare le terrain depuis un petit moment, donc on a l'impression que du coup c'est cool que tout ce qu'on a fait jusque là ça a du sens. Et donc par exemple j'aimerais lancer un appel par rapport à l'organisation d'événements, de quitter Facebook. Donc là, on est en train de monter une alternative qui s'appelle Mobilisons, qui a été créée par Framasoft. Et donc on gère une instance Mobilisons. Ceux qui connaissent le Fediverse, Mastodon, en fait, c'est un peu un complément à Mastodon pour faire de l'événement, créer des événements, faire de la réservation, etc. Et donc là, dans les prochaines semaines, je vous invite à suivre ce qu'on va peut-être réussir à monter, parce qu'on ne veut pas faire ça tout seul, on veut faire ça avec des collectifs qui organisent aussi des événements, sinon ça n'a pas de sens. Et aussi sur toutes les problématiques de chat en ce moment, donc l'organisation des réseaux militants ou des choses comme ça, nous on a des solutions à offrir, donc je vous invite à venir parler avec nous. Donc ce qu'on fait, c'est tous les vendredis soirs à la semencerie, on fait des résidences après 19h où vous pouvez venir discuter de votre vie numérique, vos problématiques par rapport au numérique, voir ce qu'on fait aussi. Une fois par mois, les premiers samedis du mois, on fait un atelier qui s'appelle Halte à l'obsolescence et au pistage, qui permet justement d'approfondir, de vraiment passer son ordinateur sur Linux, enlever les pisteurs sur son téléphone, etc. Donc ça, c'est des choses assez concrètes. Et je suis très content d'avoir pu rencontrer aussi d'autres collectifs. Je pense que ça... Enfin, clairement, que vous veniez chez nous, qu'on vienne chez vous, je pense que ça sera la solution pour justement trouver des actions plus fortes à faire ensemble pour régler les problèmes. Voilà, merci. Ouais. Alors moi, pour conclure, j'avais quand même envie de distinguer deux périodes, quoi, parce que quand on parle de convergence des luttes, en fait, la convergence des luttes hors mouvement, pour moi, c'est pas la même que la convergence des luttes dans un mouvement, puisque par définition, en fait, normalement, la lutte, c'est quand il y a un mouvement. Non, je rigole, en fait, je blague un peu, mais le truc, c'est qu'en fait, il y a effectivement des points de convergence qu'on peut... si on parle de la période un peu hors mouvement, alors quand je dis hors mouvement, c'est hors grosse mobilisation qui draine en fait des centaines de milliers de personnes, puisque en fait, enfin bon, moi je pense en tout cas que si on veut arriver à changer la société, à un moment donné, il faut que ça passe par des mouvements d'ampleur qui vont drainer des
centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, etc. Donc quand on n'est pas dans ces périodes-là, la convergence, je pense qu'il faut la travailler, et exactement comme ce qu'on est en train de faire là, et pouvoir arriver à travailler tous les endroits, les points de discussion, de débat, et surtout, en fait, je pense que ce qui nous manque énormément, c'est des bilans. C'est-à-dire des bilans de certaines périodes sociales. Là, je sais pas, on a eu plusieurs gros mouvements depuis quand même la loi travail. Qu'est-ce qu'on en tire comme bilan, et quel bilan on tire d'autres luttes aussi à l'international, des luttes plus écolo, etc. C'est-à-dire partager nos bilans, partager nos expériences et partager nos connaissances. Ça, je pense qu'on le fait pas suffisamment en période hors gros mouvement social. Et après, bon, mon point de vue, mais ça, il est très perso. Moi, je pense que quand il y a une grosse mobilisation sociale, comme celle qu'on a vécue, il faudrait qu'on arrive, en fait, à tous y être à max. En fait, en réalité, parce qu'en fait, quand il y a un certain nombre d'urgences directes, c'est quand même là qu'il faut être pour pouvoir appuyer après aussi sur d'autres choses. Alors je sais que là-dessus, c'est aussi des débats qu'il faudrait avoir, et je prends juste l'exemple de la période qu'on vient de vivre quand même, où les urgences se sont superposées. Parce qu'on a quand même eu 3 trucs en même temps. Ok, il y avait la réforme des retraites, bon ok, urgence, là tout de suite, il faut que cette loi ne passe pas. Mais en même temps, il y avait quand même la loi Darmanin. Et en même temps, il y avait quand même les méga-bassines. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que le gouvernement a super bien compris que ces 3 urgences pouvaient se superposer et pouvaient, en fait, si on avait eu des réseaux bien plus profonds de convergence des luttes, devenir radicalement explosifs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a tapé comme un bourrin sur les militants du soulèvement de la Terre, parce que bon nombre de ces militants-là étaient en fait impliqués dans la réforme des retraites, et que là, il s'est dit « Ouh là 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 là, ça, surtout pas, boum !» quoi. Et donc, il y a eu ça, et il y a eu la question de la loi Darmanin, où là, il a même pas osé voir se développer quelque chose, puisqu'ils ont quand même reculé pour mieux sauter, je suis d'accord, hein, mais ils ont quand même reculé. Et donc, je pense que c'est un exemple concret du fait que si on avait des cadres qu'on peut arriver à approfondir et construire, comme on est en train de faire là en ce moment, dans les périodes un peu plus d'accalmie, d'accalmie, de grosses mobilisations à des millions de personnes, et ben ça pourrait servir, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas des urgences aussi dans telle lutte spécifique sur lesquelles on ne peut pas se mobiliser, hein, mais voilà. Mais moi je pense que c'est un peu comme ça qu'il faudrait arriver à construire la convergence et la penser en termes aussi d'urgence, et en termes d'urgence et en termes de réflexion. Voilà, les deux. Merci Isabelle. Merci à tout le monde d'avoir témoigné. Merci à vous dans le public de nous avoir écoutés. On n'a pas spécifiquement prévu de temps d'échange, mais n'hésitez pas à venir nous voir. En fait, après, on est gentil, on ne mord pas. Si vous avez des questions spécifiques sur des choses qui ont été mentionnées. Et moi, la petite ref à laquelle j'ai pensé, c'est le site Strasbourg Furieuse, sur lequel en fait il y a tous les rendez-vous militants de Strasbourg et alentours en Alsace, et qui est un peu une manière de contourner potentiellement les dates syndicales sur les grosses manifestations et ce genre de choses. Voilà. Et donc merci d'avoir été là, et puis on espère avoir d'autres espaces pour le faire, sur éventuellement aussi d'autres luttes qui n'ont pas été abordées, sur le validisme, sur l'antiracisme directement avec des personnes concernées. Enfin bon, bref, voilà. Il y a plein d'autres sujets à débattre et à ouvrir. Merci. Coucou, c'est Lorga. C'est juste pour dire que cette table ronde, elle s'inscrit dans un événement qui s'appelle Déconstruire, Reconstruire, qui est fait par Alternative à Strasbourg. Et donc, dans ce cadre-là, il y a plein de trucs dans la Grenze, plein d'activités. Il y a encore Papier Gâchette qui fait de la sérigraphie là-bas pour quelques minutes. Il y a un super info-kiosque. Il y a le squat de la Pigeonne, qui est un squat féministe et antiraciste, qui est juste là avec plein de fanzines et plein d'informations. Il y a aussi une kermesse militante avec une super pêche aux connards que je vous laisserai découvrir de pourquoi c'est comme ça s'appelle comme ça, et plein d'expos d'artistes et de très belles affiches un peu partout, donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. Merci. Merci.